Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Au programme de cette émission, on ouvre avec notre focus et nous vous ferons découvrir aujourd'hui le portrait d'un homme qui incarne à lui seul la curiosité et la transmission. Joël de Ronet, scientifique, écrivain, il explore depuis toujours les liens entre l'humain, la nature et la technologie. Son portrait à découvrir dans un instant. Et puis vous la connaissez tous désormais, cette Ethanit Belaïch qui est avec moi sur ce plateau pour nous parler de son idée derrière la tech. Bonjour Ethanit. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui? Bien aujourd'hui, je vais vous parler du passage de ChatGPT du mode très poli au mode sexy. Je vous en dis plus tout à l'heure. Il va falloir rester sur cette émission pour pouvoir suivre cette chronique. Et pour notre sujet du jour, nous allons parler éducation financière entre TikTok, les crypto-monnaies, les placements en ligne. Les jeunes n'ont jamais autant entendu parler d'argent, mais comprendre comment le gérer, c'est une toute autre histoire. Alors que ces compétences essentielles ne sont pas toujours abordées à l'école, notre invité tentera de vous donner quelques clés pour apprendre à épargner et investir. C'est avec Jean-François Faure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de Haut Coffre. On en parle dans un instant, bien sûr, mais d'abord, place au focus. Le prestigieux MIT, l'Institut Pasteur, la Cité des sciences et de l'industrie, aucune vague ne résiste à ce surfeur scientifique. Joël de Ronet s'est installé au carrefour du futur. Son portrait par Xavier Terrade. Père d'une célèbre écrivaine, un porteur du surf, scientifique, conférencier, professeur, conseiller en entreprise, découvrez les 1000 facettes de la vie de Joël de Ronet. Le papa de la femme de lettres Tatiana de Ronet était connu bien avant sa fille, puisqu'il est un pionnier. En 1960, il était désigné champion du monde de surf, une discipline qu'il est l'un des premiers à avoir importé en France quelques années plus tôt. En plus, le surf, c'est un peu une métaphore du vivant. La vie est comme une vague. Et sur cette vague, on est à la fois déterminé et libre. Déterminé parce que la vague, elle est formée par quelque chose d'autre qui ne dépend pas de moi, ne dépend pas de ma vie. Et en même temps libre d'évoluer sur cette vague de manière différente. Donc le surf, c'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre, c'est une culture. Découvreur du surf, mais aussi de l'ancêtre d'Internet, le réseau ARPANET, alors qu'il était enseignant-chercheur au Massachusetts Institute of Technology de 1967 à 1975. Dans la même période, Joël de Ronet était attaché scientifique auprès de l'ambassade de France aux États-Unis. Sa proximité avec les politiques ne suffira pas à faire arriver plus vite Internet en France. Mais cette découverte reste l'un des points forts de son parcours. Débuté à l'île Maurice en 1937, Joël de Ronet est arrivé à Paris en 1945, là où il passe son doctorat en sciences à l'Institut Pasteur. Il est alors spécialisé dans la chimie organique et prébiotique, mais son domaine de compétences va bien au-delà. Sa voix est toujours très écoutée, même en matière d'éducation. L'apprentissage moderne va se faire de plus en plus par une constellation d'outils qui ne sont pas seulement la tablette, mais aussi le smartphone. Un sujet sur lequel Joël de Ronet ne manque pas d'humour. Et ce que savent faire la génération Internet aujourd'hui, la NetGen, que j'appelle les MHBG, les mutants hybrides bionumériques géolocalisés. Bien sûr. Ce qu'ils savent faire, c'est apprendre aux seniors que la transversalité, encore une fois, des apps, les applis, pour parler un peu plus correctement, des logiciels classiques, des réseaux, des moteurs de recherche et du travail ensemble, crée une constellation qui catalyse l'apprentissage. Pour cet enseignant, qui a été élu personnalité de l'économie numérique en 2012, il y a toutefois une condition. Donc tous ces outils doivent être utilisés. Mais le problème, la question, c'est d'avoir un projet pédagogique. Et ensuite, quand on a un projet pédagogique, c'est-à-dire un plan systémique, alors on cherche les outils adaptés. Ce scientifique aux allures de philosophe, à la fois tranchant et élégant, qui se revendique d'une approche systémique, a trouvé le savant cocktail pour rester concernant, toujours dans l'air du temps. Un savoir et une pensée qu'il ne pouvait que communiquer, notamment à travers l'écriture de nombreux ouvrages qui pourront servir de base pour les générations futures. La mise à exécution de la transmission qu'il a toujours défendue avec passion. Merci infiniment. C'est un sujet qui nous concerne tous, parents, enseignants, élèves. Comment apprendre à parler d'argent dans un contexte d'inflation et d'incertitude économique? Il devient urgent de donner à chacun les clés pour s'y retrouver. Et c'est justement tout l'objet de notre discussion à découvrir tout de suite dans la première partie du talk.
Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-François Faure, fondateur et CEO de aucoffre.com. Alors Jean-François, j'aimerais que l'on commence tout simplement cette émission avec 2 chiffres. Le premier, c'est qu'en France, 7 jeunes sur 10, entre 18 et 24 ans, disent déjà mettre un peu d'argent de côté. Le second, c'est qu'en revanche, 72% des enfants affirment n'avoir jamais eu de cours à l'école sur la gestion de leur argent. Alors est-ce que ça veut dire que finalement les jeunes Français épargnent, mais sans vraiment comprendre ce qu'ils font? Oui, alors déjà, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ils épargnent, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire peut-être aussi qu'il y a une forme d'angoisse, qui craignent pour l'avenir. Alors, est-ce que ça vient d'eux-mêmes ou de leurs parents qui ont pu leur transmettre ce genre de sentiments? Tout état de cause, c'est une très bonne chose parce que c'est finalement le réflexe de base à acquérir. Et je rejoins là la mauvaise nouvelle, c'est que ce réflexe ne vient pas de l'école, justement. C'est-à-dire que c'est pas l'école qui leur a appris à le faire ou pourquoi ils devraient le faire. Donc, et ça, c'est un vrai sujet parce que si ce n'est pas l'école qui leur a appris, qui leur a appris? Et le qui leur a appris, ça peut être éventuellement leurs parents. Et ça, c'est peut-être bien. Quoique, est-ce que leurs parents ont les bons réflexes? Est-ce qu'ils ont les bons outils? Le bon degré d'analyse? Parce que les parents n'ont pas eu à l'école non plus. Eux-mêmes n'ont pas eu la fameuse éducation financière, ou alors c'est une éducation un peu sur le tas, mais l'éducation sur le tas, des fois, c'est pas toujours la meilleure des éducations. En tout cas, elle n'est pas nécessairement structurée. Et puis, c'est peut-être des fois anglais, avec un prisme, un peu comme une forme de religion, quoi. Donc, est-ce que l'éducation financière doit être une religion? Je ne pense pas. C'est plutôt très factuel, très... normalement, ça devrait être objectif. Et cette objectivité, justement, l'école ne s'en est pas emparée. Alors, on pourrait dire, oui, mais est-ce que c'est l'école qui doit apprendre, je sais pas, à remplir une feuille d'impôt? Parce que l'éducation financière, ça peut être ça aussi. Et certains disent, mais oui, en fait, on avait avant des cours d'éducation manuelle et technique. Pourquoi aujourd'hui, on n'aurait pas des cours où on apprend à remplir une feuille d'impôt, on apprend à gérer un budget, on apprend à, comme disait ma mère, tenir ses comptes. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes se retrouvent un petit peu seuls face à ce genre d'enjeux. Et quand ils sont seuls face à ce genre d'enjeu, eh bien, la réponse, on la trouve aujourd'hui essentiellement sur les réseaux sociaux. Et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Et selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on ait cet angle mort dans notre système scolaire sur l'éducation financière ? Même si c'est une tradition de longue date, visiblement. Ouais, alors... Qu'est-ce qui explique qu'on ne s'en soit pas saisi de ces sujets alors que finalement, ils sont d'une importance capitale ? Alors, est-ce qu'on est dans une logique d'idéologie, d'une forme de peut-être de volonté de neutralité ? Parce que l'éducation financière peut ne pas être neutre. C'est-à-dire que quand on parle d'éducation financière, on va parler de finances. Mais on va parler donc peut-être de monnaie, on va parler de système monétaire, de système économique. Et là, le problème, c'est que quand on parle de monnaie, de système économique, sur le coup, on rentre dans une forme de non-objectivité potentiellement, parce qu'on va peut-être faire des choix. Alors, est-ce qu'on ne serait pas capable de parler de certaines écoles économiques d'une manière neutre, sans nécessairement dire celle-là c'est la meilleure, puis celle-là non, franchement c'est un peu moisi, il faut pas aller vers ça. Là, moi je suis pas ministre de l'économie, donc c'est pas à moi de le dire, mais en tout état de cause, je pense que ça serait possible. Moi, je me rappelle de mes cours d'économie, c'était plutôt gravissime. C'est-à-dire que c'était les pires cours que j'ai pu avoir, alors que pourtant c'est passionnant, c'est extrêmement intéressant, et ça, c'est des choses que je découvre depuis une quinzaine d'années. Et globalement, tout ce que j'ai appris depuis, on ne m'en avait jamais parlé. Parce qu'évidemment, l'économie ou la finance, c'est pluriel. C'est un objet un peu à géométrie variable. Et je pense que c'est un peu comme si on faisait des cours sur, justement, je prenais l'exemple tout à l'heure de la religion, c'est un peu comme si on faisait des cours sur la religion. Est-ce qu'on s'imagine ne faire qu'un cours où on ne parle que de religion catholique, ou que d'islam, ou que de bouddhisme? On sait bien que non. Si on veut faire ça bien, il faut pouvoir l'appréhender d'une manière plurielle, voir quels sont les liens qui peuvent se faire, les choses qui opposent, pourquoi ça oppose, et qu'après chacun fasse un petit peu sa tambouille. On prend la couleur ici, la couleur là, on mélange et ça donne le mélange qui nous va bien. Eh bien, on n'y est pas du tout, parce qu'aujourd'hui, nos cours d'économie, pour ceux qui sont au lycée, c'est pas du tout ça. C'est des fois un petit peu anglais.
Et donc quand c'est anglais, bien ça veut dire qu'on présente une forme de vision biaisée, orientée. Alors c'est dommage quand même dans un pays qui se veut une démocratie d'avoir déjà quelque chose qui est un peu orienté, c'est très dommage. Et ça n'aide pas en tout cas à ce que les jeunes notamment se disent bon mais moi j'y ai pas trouvé mon compte. Aujourd'hui j'ai accès à Internet. Moi c'était pas mon cas à la fin des années 80, il n'y avait pas Internet. Donc si j'étais frustré, au pire, soit je prenais un bouquin, mais j'avais autre chose à faire. Voilà, là aujourd'hui, non, ça me plaît pas. Je demande à ChatGPT pourquoi. Et en 2, 3 mouvements, on a les réponses. Et voilà. Et des fois, on tombe sur des réponses qui, elles, n'ont pas été sur le coup construites ou validées de la bonne manière. Et ça peut très vite dériver dans des choses qui vont faire de grosses erreurs. Alors ça, ce sont les faits, un peu de théorie. Maintenant, finalement, quand on parle d'éducation financière, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme? Qu'est-ce que ça comprend? C'est quoi les grandes bases de l'éducation financière? Alors pour moi, les bases de l'éducation financière, c'est déjà de comprendre en quoi aujourd'hui la finance structure le monde dans lequel on est. Et je vais, pour moi, si j'étais, je sais pas, prof d'économie ou ministre de l'éducation, j'essaierais d'abord d'expliquer comment notre monde fonctionne sur un plan économique et donc de manière indirecte sur un plan financier. Parler évidemment de la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, c'est la monnaie qui structure toute notre manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a un système monétaire qui fait qu'aujourd'hui, on en est là où on en est de ce fait-là. La monnaie qu'on avait, par exemple, au 19e siècle était différente. Et le 19e, qui pourtant était un monde de créativité, c'était la révolution industrielle, on se faisait même la guerre, c'était un monde qui pouvait ressembler un petit peu à celui d'aujourd'hui, mais en fait il a été assez différent, et ça c'était du fait d'un système monétaire qui était différent. Donc apprendre en quoi la monnaie va influer sur le monde dans lequel on vit. Moi, par exemple, je considère qu'aujourd'hui, le modèle monétaire que l'on a, qui est un modèle de monnaie qu'on qualifie de monnaie dette par certains, enfin, on va dire c'est une monnaie, globalement, plus il y en a besoin, plus la masse grossit, et moins on en a besoin, plus elle se rétrécit. Sauf que c'est un système qui fait qu'aujourd'hui, la croissance de cette monnaie est un peu infinie, sauf que le monde dans lequel on est, lui, il est par définition fini. Et personnellement, je considère qu'on aurait peut-être moins de problèmes environnementaux si aujourd'hui on avait eu une monnaie un peu différente. Et en tout état de cause, on pourrait peut-être améliorer ces problèmes environnementaux si notre modèle monétaire, petit à petit, commençait à changer. Parce que quelque part, ça flécherait notre manière d'agir, de consommer, de produire. Donc voilà, ça, une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a déjà compris le socle fondamental. Et après, c'est comprendre tous les outils qui gravitent autour de ça et qui vont permettre que, même à titre personnel, on va utiliser l'argent, on va utiliser les systèmes économiques pour tout simplement s'en sortir dans la vie, résister aux chocs quels qu'ils soient. Se créer un patrimoine. Se créer un patrimoine, utiliser des effets de levier, mais pas des effets de levier de trader, des effets de levier de particulier. C'est à quel moment il est idéal, par exemple, je sais pas, d'acheter un appartement si tant est qu'on le puisse. Est-ce qu'il faut acheter un appartement pour le louer, mais soit vivre dans une location? Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qu'aujourd'hui, justement, on trouve sous forme de vidéos de 3 minutes et qui, mises bout à bout, pourraient avoir un intéressé pour des jeunes qui, je parle notamment des lycéens, vont se retrouver confrontés à ça, mais dans moins de 10 ans après qu'ils aient eu leur bac, et pour certains même des fois 5 ans après. Moi je vois mes jeunes collègues, certains ont 24-25 ans, et voilà, pour ceux qui ont mis un petit peu d'argent de côté, ils commencent à s'acheter un appartement. Donc ça veut dire, pour quelqu'un qui a eu le bac à 17-18 ans, vous imaginez, 5 ans après, il peut acheter son appartement. Mais il n'a pas été éduqué à ça avant, et pourquoi il doit s'en acheter un? Voilà, donc c'est tout ça, c'est à la fois une vision très macro. Quand je dis macro, donc à grosse échelle, une prise de hauteur, on est 4 km au-dessus du sol, et on comprend les choses. Et après, rentrer un petit peu dans la spécificité peut-être de chacun, et peut-être aussi par rapport aux appétences, par rapport à son vécu familial. Vous voyez, il y a des gens, globalement, ils n'ont pas les moyens issus d'une quelconque génération d'avant de se lancer. Eh bien, comment constituer un capital quand on part de zéro? Ou à contrario, on ne part pas de zéro,
comment on gère peut-être une fortune. Vous voyez, ça, ce sont des vrais questionnements, et des questionnements qui peuvent être intéressants dans le cadre d'une classe. Au même titre, je parlais tout à l'heure des écoles ou des classes où on parlait de religion, mais à un moment donné, chacun a une religion, une croyance, on va la confronter. Et peut-être c'est le moment à ce moment-là de confronter les visions. Et ça évite aussi peut-être de se dire l'ennemi, c'est le riche. Je le connais pas, mais en fait, c'est le voisin. Et peut-être de mieux se comprendre, de s'appréhender. Voilà. Eh ben, on va continuer à en parler de cette éducation financière et plus précisément de l'investissement dans les métaux précieux parce que c'est votre spécialité. Ça sera dans la seconde partie du talk, mais d'abord, un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. Let's make a water gun. Arrange water bottle and trigger. Punch a hole to the bottle and attach a trigger to the neck of the bottle. Water gun ready. Good right there? You want to give it? You want to start one? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Into the heaven, go around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. Sur School TV, bienvenue dans l'école du futur. Dans cette émission, nous évoquons l'éducation financière avec mon invité Jean-François Faure, fondateur et CEO de aucoffre.com. On va continuer à en parler bien évidemment en seconde partie d'émission, mais d'abord place à la chronique d'Etanit Belaïch qui a une idée derrière la tech. Etanit, ChatGPT va se transformer en téléphone rose. Le robot conversationnel Star conçu par OpenAI s'apprête à entrer dans l'âge adulte et à succomber à la tentation érotique. La start-up prévoit en effet de lever une partie des tabous du robot et ce dès le mois de décembre, dont les tabous sur les conversations coquines. La start-up en effet a fait cette annonce, en tout cas c'est son PDG Sam Altman qui a fait cette annonce le 14 octobre dernier. Sam Altman qui explique vouloir traiter les utilisateurs adultes comme des adultes, ce sont ses mots. Les règles trop strictes mises en place récemment pour répondre aux préoccupations sur la santé auraient rendu ChatGPT
moins utile et moins agréable pour de nombreux utilisateurs sans problème de santé mentale. C'est en tout cas la justification avancée par le PDG pour éclairer son annonce. Sam Altman annonce dans le même temps la création de nouveaux garde-fous. Notamment un système de vérification d'âge amélioré qui entrera en vigueur dans quelques semaines. Et puis un conseil d'experts sur le bien-être et l'intelligence artificielle a aussi été mis en place par OpenAI. OpenAI devrait par ailleurs permettre aux utilisateurs de ChatGPT qui le souhaitent de trouver la personnalité chaleureuse d'une ancienne version du robot conversationnel. La version GPT-4o, regrettée par certains après son remplacement par GPT-5 début août. Mais sachez que les internautes pointaient déjà du doigt le mode charmeur de chat et ses voix sensuelles, à l'exemple de cet internaute qui, sur Instagram, se filme en train d'adresser des requêtes assez étonnantes à l'IA. Est-ce que tu peux crier pour moi comme si il y avait un monstre ou un tueur en série derrière toi et t'étais vraiment terrifié? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis vraiment terrifiée. Aidez-moi, il y a quelqu'un derrière moi. Ah, voilà, j'espère que ça correspond à ce que tu voulais. Non, c'est pas vraiment un cri, vraiment un hurlement de peur. Oh, d'accord, je vais essayer de faire ça. Ah, j'espère que c'est plus proche de ce que tu imaginais. Non, je suis un peu déçu. Est-ce que vraiment t'as jamais vu ça de ta vie et tu es tellement terrifié que tu vas te chier dessus? Ah, je vois. Tu veux vraiment quelque chose d'intense. Ouais. Bon, je vais essayer de donner tout ce que j'ai. Ah voilà, j'espère que ça correspond mieux à ce que tu imaginais cette fois-ci. Non, mais bon, merci. Alors concrètement, Etanit, comment l'IA civilisée que l'on a connue jusqu'ici va-t-elle passer en mode érotique ? Eh bien, il faut savoir que la base d'entraînement du modèle avait soigneusement été nettoyée de tout contenu érotique ou pornographique, histoire d'éviter que le robot ne se mette à en ressortir en pleine conversation anodine. OpenAI va donc remettre ce contenu dans la boucle et en profiter pour débloquer les filtres qui empêchaient jusqu'ici les conversations un peu trop suggestives. Petite précision tout de même, non, vous ne pourrez pas demander à votre chatbot de créer des images ou des vidéos osées si vous y songez déjà. Le mode ChatGPT olé olé, ce sera pour une prochaine fois. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de marketing finalement dans tout ça ? Eh bien écoutez, Sam Altman reste évidemment un businessman et comme il a constaté que des gens avaient tenté de contourner les restrictions Siri d'Apple ou Alexa d'Amazon pour avoir des conversations érotiques, il saisit l'opportunité, il s'ouvre à un nouveau marché et essaie de ramener plus d'utilisateurs sur sa plateforme. ChatGPT deviendra donc dans moins de 2 mois le premier chatbot grand public à connotation sexuelle. Et d'ici là, attention à ne pas abuser des IA. La solitude est souvent corrélée à un usage très intensif du chatbot. C'est ce que révèle une vaste étude menée par OpenAI en avril dernier. Alors n'oubliez pas de discuter avec de vrais humains et de vous faire des amis en chair et en os. Merci beaucoup Etanit pour cette chronique. Vous restez avec nous ? Évidemment. Allez, il est temps de lancer la seconde partie du talk. Et c'est toujours avec Jean-François Faure, fondateur et CEO de aucoffre.com. Alors en première partie d'émission, on a un petit peu pris le temps de poser finalement les bases de ce qu'était l'éducation financière. Mais si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce que vous êtes, je le disais, le fondateur et le CEO de aucoffre.com, une plateforme en ligne qui permet d'acheter, de vendre et aussi de stocker en toute sécurité des métaux précieux. Vous nous en dites un petit peu plus sur son fonctionnement ? Oui, alors c'est une plateforme déjà qui existe depuis 2009. Donc voilà, moi j'y suis venu parce que j'avais besoin d'acheter de l'or il y a un peu plus de 10 ans. Moi-même, je n'y connaissais pas grand-chose à l'époque. Et donc j'ai fait tout un travail d'éducation financière pour moi-même sur ce sujet-là. J'ai découvert plein de choses intéressantes. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse profiter les gens. Déjà pour devenir eux-mêmes consommateurs et acheteurs d'or de manière facile et digitalisée, avec de l'or physique, donc du vrai qui est stocké dans des coffres. Et donc aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est une plateforme d'achat et vente, plutôt entre particuliers. Il y a aussi des entreprises, mais c'est plutôt des particuliers, avec conservation en coffre de haute sécurité. Donc on a ce que je considère, enfin en tout cas pour ce service-là, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'un côté une interaction digitale, donc pouvoir passer les transactions même à 4 heures du matin si on le souhaite, mais avec de l'or qui est bien véritable et lui qui se trouve dans des coffres qui sont sous notre gestion.
Et alors pourquoi c'est intéressant d'investir dans les métaux précieux plutôt qu'un autre actif ? Alors, c'est pas plutôt qu'un autre actif. Il faut les autres actifs, mais c'est un peu comme quand vous décidez d'acheter une maison ou d'avoir une voiture. C'est bien de l'avoir, mais il faut être assuré. Et l'or, c'est un peu ça. L'or, c'est un peu l'assurance du reste de son patrimoine. C'est-à-dire qu'on l'a parce qu'on a autre chose comme patrimoine. C'est sûr que si vous n'avez rien du tout, n'avoir que de l'or, ça va pas nécessairement vous aider dans la vie de tous les jours. Vous ne posez pas un Napoléon chez le boulanger pour acheter du pain avec, parce que sinon vous partez quasiment aujourd'hui à la boulangerie tellement le cours de l'or a augmenté. Non, l'or, en fait, on l'a quand des gens commencent à avoir des euros. Donc même un jeune qui a sur un compte, 1000 euros, voilà, c'est sa grosse tirelire géante, il a 1000 euros, eh bien, il peut imaginer peut-être d'avoir 50, 100 ou même 200 euros sous forme d'or, parce que s'il avait cette éducation financière dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il découvrirait que ces euros ont tendance à perdre de la valeur dans le temps. Et donc ces 1000 euros qu'il avait aujourd'hui, est-ce que ces mêmes 1000 euros lui permettront d'acheter les mêmes choses dans 5 ans ? Eh bien non. L'avantage de l'or, c'est qu'il est plutôt inversement proportionnel, enfin son fonctionnement est inverse à celui de nos monnaies. Alors pourquoi ? Là on en revient à quelque chose qui est très lointain, c'est que l'or c'est globalement une monnaie depuis à peu près 5000 ans. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie au sens où on l'utilise dans le quotidien, mais l'or se remonétise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est utilisé par des banques centrales, il est utilisé par des grandes banques, il est utilisé même par certains acteurs, etc., comme une monnaie ou pleinement entière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'or est un peu une forme de concurrence avec le dollar. Certains pays ont décidé d'éliminer le dollar, voilà, et plutôt de constituer des réserves d'or. Donc il est intéressant ça, c'est-à-dire contrebalancer les effets de ce qu'on appelle l'inflation. Alors, je résume, la perte de valeur de sa monnaie qui se traduit par une forme d'augmentation des prix. Voilà, le 1 litre de lait n'est plus au même prix, il prend 10%. Ben voilà, c'est une forme d'inflation. Et quelque part, l'or, lui, va pouvoir vous prémunir de ça. Donc, ça vous prémunit de la perte de valeur de vos euros, mais aussi potentiellement, lorsqu'il y a un krach boursier, ça peut vous aider à avoir quelque chose à revendre au moment où vous perdez de la valeur sur vos actions. Pour ceux qui ont acheté des actions. Puis l'or, c'est un petit peu une valeur refuge aussi. Il y a quelque chose où on se dit, l'or, on l'a, c'est physique, contrairement à des actions, des choses du même titre. Exactement. Alors ça, les grands-parents le disaient, peut-être que les parents le disent moins, mais aujourd'hui, les jeunes le redécouvrent, et ça, c'est assez drôle. Et c'est grâce aux crypto-monnaies, en fait. Parce qu'évidemment, tout le monde connaît le phénomène des crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin. Quand il a été lancé, première chose qu'on a dit, le Bitcoin, c'est de l'or numérique. Mais alors, si on dit que le Bitcoin, c'est de l'or numérique, pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'or, mais qui s'intéresse au Bitcoin, c'est quoi l'or ? Et quand on gratte et qu'on se renseigne, et puis aujourd'hui, tous les acteurs du monde de la crypto, moi j'en fais partie aussi, puisqu'on a une activité aussi dans le domaine des cryptos, on se doit d'expliquer, évidemment, les cryptos, Bitcoin, etc., mais aussi pourquoi les cryptos. Et c'est là qu'on parle de confiance, c'est là qu'on parle de banque, c'est là qu'on parle de monnaie, et c'est là qu'on parle d'or. Voilà, donc c'est un petit peu la manière de mieux comprendre l'or, c'est aujourd'hui de s'intéresser à un phénomène qui est plus large, qui est en fait tout ce phénomène qui va être un peu en opposition par rapport aux monnaies dont je vous parlais tout à l'heure. En quelques mots, quelles sont les choses à savoir, les précautions à prendre peut-être avant de commencer à investir dans les métaux précieux ? Oui, alors déjà avant d'investir dans les métaux précieux, ce qu'il faut, c'est savoir qu'il y en a différentes sortes. Est-ce qu'il faut acheter des lingots ? Est-ce qu'il faut acheter des pièces ? Une chose qu'il faut retenir, c'est mettez-vous dans la posture de pouvoir revendre vos métaux de la manière la plus rapide et en limitant le plus possible la perte sur la valeur de ces produits. La problématique, par exemple, avec le lingot, c'est qu'aujourd'hui, un lingot, c'est extrêmement cher, c'est plus de 100 000 euros, c'est pas à la portée de tout le monde. Et lorsque vous le revendez, ça veut dire qu'en face, il faut que vous ayez quelqu'un qui vous le rachète. Et le quelqu'un ne sera potentiellement qu'un professionnel. Donc là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fixe les règles du jeu à votre place pour le rachat de ce lingot.
Nous, on trouve que les pièces sont plus intéressantes, déjà parce qu'elles sont globalement plus fractionnables par design, puisqu'elles sont petites. Aujourd'hui, un Napoléon, c'est un petit bout de métal comme ça, qui pèse un peu plus de 5 grammes. Même si le prix est relativement élevé, mais voilà, on reste en dessous des 1000 €, ça reste raisonnable. Il y a même des choses plus petites. Chez nous, chez Au Coffre, on commercialise des pièces de 1/10 d'once, donc c'est 3 grammes et quelques, voire même 1/20. Donc très accessible. Voilà, c'est très accessible. Et puis, si on était dans un monde qui périclite, on pourrait même imaginer, si sur le coup, je vais la poser ma pièce sur le comptoir du boulanger et je vais racheter peut-être toutes les baguettes, je vais nourrir mon village avec, mais voilà, c'est un peu jusqu'au boutiste, mais ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui doit pouvoir se transcrire dans du réel. Et donc, quand je parle de réel, je parle dans ce cas plutôt de physique, parce que l'autre option que l'on aurait aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu alléchante et qui d'ailleurs n'est pas totalement éliminée, mais c'est pour autre chose, ce sont les ETF. Vous pouvez acheter des ETF sur de l'or et là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus dématérialisé et qui peut malheureusement disparaître avec la banque qui l'a émis. Bon, on aurait eu encore tout un tas de questions à vous poser, mais ça sera l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Pour conclure cette émission, on le répète, parler d'argent en famille, ça ne doit pas être un tabou, parce que le problème, c'est que dans les familles, en général, on n'en parle pas beaucoup. C'est utile, voire nécessaire, et comme on l'a vu, il n'est jamais trop tôt pour apprendre à gérer et à épargner intelligemment. Merci beaucoup Jean-François Faure d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondateur et CEO de aucoffre.com. Merci également à Etanit Belaïch pour sa chronique. Merci aussi aux équipes en régie, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission, mais surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.